Oh bien, bonjour à tous. Merci d'être venus aujourd'hui pour assister à cette table ronde. Merci également à ceux qui sont connectés actuellement, qui sont en ligne et en direct. Donc, on est aujourd'hui là pour une table ronde dont le thème est le verre comme alternative aux jetables dans la restauration. Alors, c'est un vaste sujet qui pose plein de questions autour du réemploi, qui est un sujet d'actualité depuis le 1er janvier. Donc, on a structuré cette table ronde en trois parties. Une première partie assez rapide où on va rappeler un peu le cadre réglementaire, les évolutions réglementaires récentes, et on va essayer de mettre en perspective les enjeux auxquels les restaurateurs vont devoir faire face pour y répondre. Dans une deuxième partie, on va présenter un peu ce qu'on appelle la boucle du réemploi, essayer de voir quelles sont les différentes étapes dans tout ce qui est réemploi, donc cette différente boucle, les différents acteurs, quels sont les enjeux auxquels doit faire face chaque acteur à chaque étape de cette boucle. Et dans un troisième temps, pour terminer, on va essayer de battre en brèche quelques idées reçues autour du réemploi. Donc voilà en gros comment ça va se structurer. On a 1 heure devant nous. Cet échange sera suivi de questions-réponses. Questions si vous en avez, des réponses si on en a, mais on devrait en avoir. Et il y aura également des questions qui seront posées en ligne. Donc voilà un peu pour le programme. Alors, je vous présente rapidement qui est présent aujourd'hui avec moi. Donc, j'ai d'abord Héloïse Jacquette de chez Arc, qui est donc chef de produit sur toute la gamme des contenants réemployables. Bonjour à tous. Voilà, pour le groupe Arc. Alors, j'ai également Yasmine Daman de la consigne Gringo, cofondatrice de la consigne Gringo. Donc, la consigne Gringo qui s'est donnée pour mission de faire du réemploi un nouveau standard de consommation, de rendre le réemploi aussi simple à utiliser que de jeter. Donc, c'est l'ambition de Gringo. J'ai également Anthony Leblond de chez Option Solutions, qui est responsable du développement commercial chez Option Solutions, qui est un acteur qui connaît bien ces problématiques de réemploi, parce que ça fait maintenant 40 ans qu'ils fournissent, ils lavent et ils réexpédient de la vaisselle réemployable par définition aux restaurateurs. Donc ils n'ont pas attendu la loi pour exister. On a également en ligne Cassandra Gauthier, qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, mais qui est en ligne de chez Popote. Donc Popote fait partie du groupe Compass. C'est un expert de la restauration livrée en entreprise. Donc voilà, on voit Cassandra qui Bonjour à tous. apparaît à l'écran. Bonjour Cassandra. Alors, donc, on attaque dans le vif du sujet. On va commencer donc par un petit rappel du cadre réglementaire. Donc, au 1er janvier, il y a un petit changement, enfin pas un changement, mais une évolution dans la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, la loi AGEC. Donc là, je me retourne vers Héloïse qui va nous expliquer qu'est-ce qui a changé au 1er janvier. Alors, effectivement, on entend de plus en plus parler de cette loi AGEC, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. En fait, elle a été éditée il y a déjà quelques temps et c'est un ensemble de mesures avec un calendrier d'application. Pourquoi on en parle beaucoup? Parce qu'il y a une application qui date du 1er janvier 2023. Tous les établissements de restauration rapide de plus de 20 couverts ont l'obligation de passer à de la vaisselle réutilisable pour la restauration sur place. Quand on parle de restauration rapide, on a tout de suite des grosses enseignes, des McDo, des KFC, des Burger King, mais pas que. Parce que même le petit indépendant de quartier dans lequel on se rend tous les jours est concerné. Même les boulangeries, sandwicheries qui se déploient de plus en plus sur un modèle de restauration sur place et qui atteignent très vite les 20 couverts sont concernés. Même les coffee shops qui accueillent plus de 20 clients sont concernés. Il y a beaucoup de segments, beaucoup d'applications. Ça change complètement en fait notre paysage dans la restauration sur place. Ce qui est important aussi, c'est quels seront les contrôles et quelles seront éventuellement les sanctions. On sait qu'il y a déjà des lois, AGEC ou autres, qui ont été passées et qui ont été peu respectées sur le tri, sur le portage à domicile, etc. Et finalement, on a constaté assez peu de contrôles et quasiment zéro sanction. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on s'est quand même, nous, acteurs du réemploi, rendu compte qu'à l'approche de cette échéance du 1er janvier, il y avait plusieurs comportements. On a ceux qui n'ont pas attendu la loi, on a ceux qui ont anticipé, et puis il y a quand même beaucoup d'acteurs
qu'on a senti très immobile. Et c'est pour ça qu'en novembre-décembre dernier, il y a eu aussi une tribune des ONG qui ont voulu sensibiliser à la fois le public et aussi les institutions sur cette échéance et cette obligation. Et donc, ça a porté ses fruits. Ça a grimpé tous les niveaux, on va dire, ministériels, voire plus, parce que je pense qu'on a tous vu passer le tweet de notre président Macron sur la mise en place du réemploi chez McDo, en disant qu'effectivement, ce n'était pas une alternative et qu'au 1er janvier, c'était obligatoire. Il va y avoir des contrôles stricts menés à la fois par les ONG qui vont poser des alertes et à la fois par les directions régionales, la DGCCRF, etc. Et derrière, il y a des vraies sanctions. Donc, c'est une loi et c'est une loi qui va être contrôlée et appliquée, sinon sanctionnée. D'ailleurs, les sanctions viennent de tomber. C'est officiel, si le point de vente ne respecte pas la loi, c'est 1 500 € par jour par point de vente. Et si récidive, ce 1 500 devient 3 000 €. Donc ça va coûter cher. Très bien. Donc ça, voilà, ça pose un peu le cadre réglementaire. Alors, c'est vrai que pour faire face à tout ça, on imagine que ça pose tout un tas de questions et tout un tas d'enjeux pour les restaurateurs et les sites qui sont concernés. Faut rappeler que cette loi AGEC, donc elle fait face à un certain nombre d'enjeux écologiques au départ. Donc on avait quelques chiffres que tout le monde a déjà plus ou moins entendu, mais c'est 10 millions de tonnes de déchets en plastique qui finissent au fond de l'océan tous les ans. Le secteur de la restauration rapide, à lui seul, c'est 180 000 tonnes de vaisselle jetable chaque année. Donc c'est absolument colossal. Donc la loi évolue, la réglementation se met en place. Donc ça pose un certain nombre de questions pour les restaurateurs. Donc quels sont les grands enjeux auxquels ils doivent faire face? Donc je donne la parole à Yasmine. Alors les enjeux, il y en a 3. L'enjeu écologique, ça paraît évident, c'est la raison d'être du réemploi. L'enjeu sanitaire, puisque qui dit lavage dit hygiène. Et l'enjeu économique et commercial, puisqu'il faudra investir dans beaucoup de choses. Premièrement, l'enjeu écologique, chez La Consigne Gringo, on est convaincu que le modèle de recyclage est arrivé au bout d'un modèle. Il n'est plus suffisant face, c'est ce que tu disais Yann, à un volume qui est exponentiel. Donc le recyclage ne peut plus répondre, c'est mécanique, à autant de volume de déchets. Et on est enfin content d'entrer dans cette nouvelle ère du réemploi qui va donner finalement, en donnant plusieurs vies aux contenants, va mécaniquement réduire le niveau de déchets à la source. Et donc cette loi AGEC, la bonne nouvelle, c'est que son application va permettre d'éviter chaque année 150 000 de tonnes de déchets sur la planète. Donc quand même, pour nous, c'est un succès, puisque nous aussi, on n'a pas attendu la loi AGEC pour exister, ça fait 5 ans. Et c'est une belle victoire pour la planète. L'enjeu maintenant sanitaire... Donc en fait, si on se met 2 secondes dans la peau d'un restaurateur, qu'est-ce que ça veut dire pour lui? Quasiment du jour au lendemain, il va devoir passer d'un modèle du tout jetable, typiquement un McDo, un KFC, un Burger King, à tous les jours laver des milliers de contenants. Donc tout ça, ça va impliquer la mise en place de process opérationnels avec des contrôles qualité qui vont être assez stricts pour garantir un niveau d'hygiène suffisant. Tout ça dans un contexte qui est quand même bien compliqué. Une cuisine qui est souvent très petite, donc il faudra réaménager. Une pénurie du staff. Qu'on va avoir du mal à recruter et donc du coup ça va rendre difficile l'allocation des ressources sur un nouveau poste de travail et donc on est assez convaincu que progressivement on va tendre vers l'externalisation du lavage pour absorber en fait ce volume et on l'espère créer une économie d'échelle qui va mécaniquement faire baisser les coûts unitaires de lavage. Donc c'est une bonne transition pour l'enjeu commercial. Donc oui, investir dans le lavage, ça coûte cher. Donc mettre en place des modèles opérationnels qui optimisent la rentabilité, c'est nécessaire. Mais en fait, on va passer aussi d'un vieux modèle d'emballage basé sur une économie linéaire de j'achète un emballage, je le vends, je le jette, à une économie circulaire où l'enjeu est de constamment réutiliser l'emballage. Donc c'est une autre mécanique qui va se mettre en place et
Donc en fait, plus la vaisselle va être qualitative, et c'est le cas par exemple de vos contenants Arc, plus l'objectif va être de les réutiliser pour rentabiliser le modèle, et plus on va avoir un objectif de taux de retour important. Et donc l'enjeu, et c'est typiquement notre périmètre d'action, c'est d'accompagner ces acteurs à maximiser ce taux de retour pour rentabiliser un modèle économique et environnemental, parce que réutiliser un contenant, c'est vertueux. Il n'y a rien de pire que commercialiser un contenant réutilisable pour le perdre et du coup faire du one shot. Donc c'est pire que le jetable. Donc voilà, tout ça pour dire que les enseignes vont avoir un enjeu commercial de mise en place de modèles pérennes pour bien staffer leur équipe, optimiser des modèles et garantir une expérience conso avec le même niveau de qualité et pérenniser aussi, préserver un chiffre d'affaires. Voire un niveau de qualité supérieur, parce que c'est ce qu'on voit avec les acteurs de la restauration avec lesquels on s'est déjà lancé dans le réemploi. En fait, c'est aussi le fait d'avoir un contenant plus qualitatif qui permet une meilleure présentation. C'est aussi une valeur ajoutée pour le client. Et donc, ça peut aussi être un outil de recrutement ou de fidélisation client à qui on offre finalement une meilleure expérience de dégustation à la fois visuelle, à la fois organoleptique. Donc, ça n'est pas l'intérêt des restaurateurs qui sont poussés par la loi pour mettre en place et relever ces différents enjeux, mais ils ont aussi énormément à gagner d'un point de vue image et d'un point de vue business par rapport à leur clientèle. Très valorisant pour ce qu'ils préparent et pour ce qu'ils offrent à leurs clients. Bien sûr. Et ça aussi, si je peux me permettre, un impact sur la suite, c'est-à-dire un impact sanitaire, un impact de coût. C'est-à-dire que le contenant le moins cher se révèle généralement, ou le moins qualitatif se révèle à l'usage régulièrement coûteux. Et donc, voilà, on lave très régulièrement les contenants Arcoroc. On travaille également avec la consigne Ringo. Et on fait tout ce constat, c'est-à-dire que l'accompagnement qu'on apporte tous à notre échelle sur le choix du contenant est primordial à tous les niveaux. Et l'objectif, c'est vraiment, pour reprendre ce que disait Yasmine, de pérenniser ce contenant, que sa boucle soit vertueuse et qu'on puisse, que le restaurateur ou bien, s'il fait le choix de l'externalisation, le prestataire de lavage, puisse lui garantir une rotation la plus longue possible. Et puis, tout en garantissant sa conformité bactériologique, qui est un point dont on parlera un peu plus tard. Point clé pour les restaurateurs, évidemment. Alors, donc là, on a bien posé le problème. On a vu un peu donc l'évolution réglementaire. On a vu les grands enjeux. On a balayé rapidement les grands enjeux. On va revenir sur un certain nombre de points plus en détail par la suite. Donc, on va se pencher maintenant sur ce qu'on appelle la boucle du réemploi. Dire, OK, donc le réemploi, ça implique forcément un certain nombre d'étapes, un certain nombre d'acteurs qui vont être capables d'agir à chaque étape, qui vont faire face chacun à des défis à relever qui ne sont pas les mêmes, qui sont complémentaires. Le but étant d'avoir justement un cercle vertueux, le cercle vertueux dont on parlait, qu'on voit à l'écran, pour optimiser le réemploi, la réutilisation, faire en sorte que ce soit le plus pérenne possible. Alors dans cette boucle du réemploi, elle commence, j'ai envie de dire, à l'usine. Elle commence au moment où on fabrique ces contenants. Donc là, Héloïse, chez Arc, donc vous savez de quoi il s'agit. C'est votre boulot au quotidien de produire des contenants en verre. Donc, quels sont les défis à relever? En quoi ça consiste? En quoi cette évolution réglementaire a un impact sur vous, sur les produits que vous avez proposés, sur les gammes que vous avez proposées, etc. Oui. Alors, effectivement, on l'a dit, le contenant est central. C'est un des piliers de cette boucle parce qu'on voit, en tout cas, il va circuler dans les différentes étapes. Il est central, mais il ne s'impose pas. C'est-à-dire qu'on ne vient pas chercher un contenant existant en espérant qu'il puisse passer par toute la boucle du réemploi qui est très spécifique. Le premier travail pour nous en tant que producteurs de contenants réemployables, et nous pour le verre, pareil pour nos amis de l'inox ou du plastique réutilisable, c'est d'établir un cahier des charges. Donc là, en fait, on doit être en symbiose, en synergie et en échange avec l'intégralité des acteurs de la boucle. Le contenant, il doit être conçu, designé
pour matcher avec les attentes de préparation culinaire liées aux problématiques d'espace, aux problématiques d'ergonomie, de stockage, de stations de préparation. Il doit aussi être adapté pour une bonne expérience de dégustation et d'utilisation de la part du client. Il doit aussi respecter les différents enjeux de traçabilité, de consigne et de collecte. Et évidemment, il doit être adapté aux différentes solutions de lavage. Donc, moi, en tant que chef de produit, ma responsabilité, c'est d'établir un cahier des charges techniques et fonctionnel par rapport à l'ensemble de ces besoins. Et ensuite, je transmets à mon équipe de développement technique. Donc, eux, ils vont devoir, le challenge, transformer mes attentes en un produit. La grosse difficulté, le challenge, chaque matière va avoir des challenges différents. Ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Par rapport au verre, notre challenge, c'est que le verre, c'est une matière naturelle, saine, mais c'est aussi une matière, entre guillemets, vivante. Le contrôle dimensionnel au niveau du verre est un challenge plus compliqué à relever que sur certaines matières. Et du coup, c'est malgré tout un entrant hyper important. Donc nous, toutes nos équipes techniques travaillent justement pour relever à chaque fois le niveau, relever nos exigences de façon à avoir la garantie qu'on a le contenant parfait, exactement adapté aux besoins. Ensuite, on passe à une phase effectivement de prototype, d'essai et de pilote. Donc, dans le cadre du réemploi, on fait beaucoup de pilotes par rapport à nos produits. Ça peut nous amener effectivement derrière à revoir notre copie avant une industrialisation massive. Et quand je parlais de challenge, c'est que nous, Arcoroc, donc l'entreprise Arc, effectivement, on est leader sur les arts de la table. Produire du verre, on sait le faire, et on sait le faire que ce soit sur un gobelet, sur une assiette. On fait déjà des contenants alimentaires. On a une expertise verrière assez unique. Et pourtant, quand on rentre dans le réemploi, on a poussé nos équipes à relever des défis jamais relevés. Parce qu'on a demandé au verre, et nos amis l'ont fait sur d'autres matières, de relever le défi de la légèreté, le défi de l'empilabilité, le défi dimensionnel, le défi de l'étanchéité, le défi d'être un contenant qui puisse être traçable. Donc on est fiers parce qu'on a réussi à aller jusque-là. À nouveau, ces défis-là, là je parle du verre, les autres contenants réemployables en verre ou en inox ou en plastique ont exactement les mêmes vertus de s'être intégrés aux besoins de l'écosystème du réemploi. Il ne suffit pas de produire quelque chose en verre, il y a un cahier des charges bien précis pour que ça puisse devenir réellement réemployable et que ça soit optimal pour toute la chaîne. C'est ça voilà. Exactement. C'est un catalogue dédié pour le réemploi. C'est pas un hasard. Si je peux compléter, oui. Sur ces phases-là, c'est pas une activité qui est silotée. C'est-à-dire qu'on échange très régulièrement. Et il se trouve que dans notre activité, on est très, très régulièrement sollicité par des fabricants, en l'occurrence Arcoroc, sur des développements, c'est-à-dire sur des prototypes. Et nous, on amenait à les tester industriellement pour avoir leur pérennité, pour faire des retours par rapport à ce qui nous concerne, c'est-à-dire la partie lavage, la partie amont du lavage, la partie préparation ensuite. Et notre objectif, c'est quoi? C'est que cette boucle coûte le moins cher possible et soit la plus indolore possible aux clients. Donc, par rapport au sujet qui nous concerne, c'est-à-dire que notre objectif, c'est de mettre à disposition des capacités de lavage, les réserver pour les clients, les sécuriser, mais que ça leur coûte le moins cher. Il se trouve que l'internalisation et l'externalisation n'a pas forcément vraiment il n'y a pas un delta énorme en termes de coût. Il se trouve que même l'externalisation peut être moins chère si cette boucle et ces échanges ont été faits en amont. Si le contenant a été bien conçu. Si le contenant est adapté. Et c'est la même chose sur la préparation culinaire, on va y venir, et sur toute cette boucle et sur la consigne. Et l'objectif, c'est ça, on échange très très régulièrement. Enfin, voilà, c'est un vrai travail d'équipe, on est en mode projet. C'est une vraie filière, c'est pour ça qu'on parle de filière. C'est une vraie filière avec des acteurs complémentaires et qui font vraiment qui travaillent en synergie. Chaque choix. On est obligé d'être bêta-testeurs, nous aussi. Enfin, quand vous parliez tout à l'heure de première version, on a été des bêta-testeurs. On les a testés auprès de nos clients pour voir la compatibilité opérationnelle dans leur cuisine, mais aussi l'ergonomie compatible avec des attentes consommateurs. Et donc ça, en fait, on est obligé de travailler ensemble. Évidemment. Alors, je passe du coup à l'étape suivante de cette boucle du réemploi, qui est justement la préparation culinaire. Parce qu'il y a quand même un acteur important dans tout ça, c'est le restaurateur. C'est-à-dire que lui, il est obligé de faire face
cet changement réglementaire. Et donc, le but, c'est de lui faciliter le travail, faire en sorte que ça soit compatible avec ses contraintes à lui. Donc là, je vais passer la parole à Cassandra de chez Popote, voilà, qui est en ligne, qu'on retrouve à l'écran. Rebonjour Cassandra. Donc, la préparation culinaire. Donc, quels sont en gros les grands challenges à relever par rapport à cette évolution et les défis à relever pour vous? Pour vous donner un peu de contexte, donc Popote, effectivement, c'est une marque du groupe Compass qui est dédiée dans la restauration livrée en entreprise, donc c'est important pour comprendre un peu tout le cheminement. Nous, on s'est lancé, effectivement, la marque s'est créée pendant le confinement dans un contexte où les immeubles étaient vraiment en sous-fréquentation. Et donc, on a lancé Popote de manière assez opportuniste en se disant, à situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle, on a pris une de nos cuisines existantes pour pouvoir proposer une production centralisée et ensuite aller livrer nos différents clients qui n'avaient plus l'opportunité d'avoir une brigade dédiée dans leur immeuble. Donc, on a voulu vraiment garder cet esprit de restaurateur, cet ADN qu'on a chez nous, de maîtrise de la cuisine, et ensuite aller le distribuer dans des points de vente en propre dans lesquels les recettes sont mises à disposition des salariés. Si je vous raconte ça, c'est vraiment pour vous expliquer que dès le début de l'aventure, nous nous sommes posé les questions d'utiliser de la vaisselle réemployable. Pour deux questions, pour deux raisons. La première, c'est la raison écologique. Quand on livre de manière quotidienne des milliers de repas, on ne peut pas fermer les yeux sur la quantité de déchets que ça peut induire. Et la deuxième raison, c'est vraiment pour garantir une expérience utilisateur unique. Manger une recette, aussi qualitative qu'elle soit, quand on la mange avec des couverts, un contenant jetable, c'est rarement un souvenir super agréable. C'est pour ça qu'on a fait vraiment le choix, dès le début, de basculer sur un modèle de vaisselle réemployable. Alors, comment ça fonctionne concrètement au niveau de notre atelier de cuisine? On cuisine chaque jour des recettes qui changent toutes les semaines. Et comme pour un traiteur, les plats sont cuisinés puis refroidis. On a des zones dédiées avec par type de recette, un laboratoire de pâtisserie, une zone de cuisson. Et en parallèle de ça, on a des équipes qui sont dédiées en fait à la partie dressage. Donc une fois que toutes ces préparations elles sont finalisées, vient le moment du dressage. On a tous les bols en verre qui sont disposés sur des grands plans de travail et on dresse les recettes ingrédient par ingrédient comme on pourrait le faire dans une assiette dans un restaurant. Les bols ensuite sont fermés à la main et sont dispatchés dans des caisses de transport et stockés en zone froide en attendant le départ le lendemain par notre logisticien. Mais avant d'en arriver à ce process bien rodé, il a fallu se lancer et on a été confronté à plusieurs défis. Et ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est qu'effectivement, le choix du contenant, il est primordial. Et nous, ce premier défi, c'est de trouver la bonne référence. Parce qu'en fait, sur le marché des contenants, au tout début, et on a échangé dès le début avec Arc, c'est que en fait, nous, on voulait vraiment mettre en valeur le produit des morceaux entiers de protéines et il nous fallait un contenant suffisamment évasé pour pouvoir justement travailler des morceaux entiers et pour pouvoir rappeler un peu le côté rond d'une assiette. Donc, tout de suite, on a été séduit en fait par ce contenant qui permettait d'avoir à la fois la partie de transparence et de mettre en valeur les couleurs des produits de saison, des différents ingrédients, mais aussi par ce côté rond évasé qui permet de travailler différentes textures. Ensuite, le deuxième défi, c'était de trouver le bon nombre de contenants à acheter et surtout bien lisser l'investissement financier que ça représente. Alors nous, on a fait la démarche de monter au fur et à mesure de nos ouvertures de corner et de nos ouvertures de points de vente. Mais dès le début, en fait, on s'est posé la question justement du cycle et de la rotation que pouvait avoir en fait ce contenant. Donc nous, on travaille sur un schéma spécifique parce qu'on intègre également la partie lavage, mais on a calculé en fait le nombre de jours que mettait un contenant à revenir à notre cuisine. Ce qui nous a permis en fait de se dire qu'en 5 jours, le contenant revenait chez nous et ça nous a permis de calculer un stock en fait à investir. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, le choix du contenant, il est vraiment primordial. Il faut bien se poser sur quelle recette on va émettre. Est-ce qu'on veut travailler des produits entiers ou non? Est-ce que le contenant va être directement chaud? Est-ce qu'il va être réchauffé par la suite? Et toutes ces questions, elles vont permettre d'aiguiller en fait vers le bon format de contenant. Ok, donc c'est vrai que ça met bien en lumière les questions auxquelles doit faire face un restaurateur. Alors, si on sort de la cuisine, c'est-à-dire une fois que le plat a été préparé, voilà, il y a l'utilisateur, il y a le consommateur.
Et donc là aussi, pour lui, ça change pas mal de choses. Donc là, pareil, Cassandra, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu cette situation-là? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça change concrètement dans le cadre de l'utilisation pour le consommateur? Alors, effectivement, nous, une fois que la recette elle a été conditionnée dans l'atelier, elle est transportée jusqu'au point de vente et chez Popote, elle est proposée sous différents formats. Dans des frigos connectés qui sont autonomes ou dans des corners animés par nos managers où les recettes sont disposées soit en vitrine libre-service, soit en service assisté. Et là, tout de suite, quand on fait le choix du verre, on voit tout de suite la différence en point de vente. Parce qu'effectivement, cette notion de transparence, elle donne une lecture de l'offre et une mise en valeur qui est complètement différente d'un contenant craft ou d'un autre contenant qui ne permet pas justement la mise en valeur de l'offre. Donc, dès le premier corner qu'on a ouvert en contenant réemployable, là, le défi il a été d'établir un parcours client qui soit le plus fluide possible et de créer la meilleure expérience d'achat. Et donc, la première question à laquelle nous avons dû faire face, c'est le modèle de la consigne financière ou non. Et dans le cadre de la restauration d'entreprise, nous, on a des consommateurs qui sont présents 2, 3, voire 4 fois par semaine et avec qui on lie une vraie relation de proximité et d'accueil. Donc, c'est pour ça que on a fait le choix, en fait, de ne pas appliquer de consigne financière pour la consommation sur place et d'appliquer une consigne uniquement sur la partie à emporter pour justement fluidifier et proposer une expérience client qui soit la plus optimum possible. Et le deuxième défi auquel on a été confronté, c'est justement sur cette partie remise en température des recettes. Nous, on est dans un schéma particulier où effectivement, en restauration livrée, les produits sont livrés froids et dans lequel les consommateurs sont invités à réchauffer leurs plats. Donc, on a voulu vraiment pousser le curseur de la fluidité jusqu'au bout et le contenant en verre nous permet de remettre en température à plus grande échelle pour pouvoir proposer en fait les contenants directement chauds à nos consommateurs. Donc, ce qu'il faut retenir dans l'utilisation, c'est qu'en fait, il faut bien définir le parcours client qu'on veut appliquer en fonction de son secteur, en fonction de son environnement et de sa proximité avec les clients, et surtout de ne pas avoir peur de tester. Parce qu'en fait, nous, c'est ce qu'on a fait. On a testé différents modèles avec, sans consigne, des plats chauds, des plats froids, différentes mises en valeur de produits. Il faut tester, il faut apprendre, parce que le modèle, en fait, il est récent, il évolue. Et donc, si j'ai un conseil, c'est que le restaurateur, il doit rester en veille permanente pour vraiment faire évoluer ce modèle et s'adapter au mieux à ses consommateurs. Pour trouver à chaque fois donc, la bonne solution et voilà, la solution optimale. Alors, justement, on passe à l'étape d'après. Et Cassandra, on a parlé un petit peu déjà de la question de la consigne. Ça aussi, c'est une vraie question. Donc là, je passe la parole à Yasmine, qui est experte en la matière avec Gringo. Oui, d'ailleurs, on travaille avec Popote. Enfin, nous mettons en œuvre la consigne pour Popote sur plusieurs points de vente. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, l'enjeu économique et environnemental du réemploi, c'est de maximiser le nombre de réutilisations du contenant. Sauf que sans traçabilité du contenant ni mécanisme d'incitation au retour pour les consos, naturellement, le restaurateur va perdre des contenants. Donc, pour vous donner un ordre de grandeur, pour la vente à emporter, on a observé 5 à 15% de pertes des contenants si elles ne sont pas maîtrisées, et ça va jusqu'à 60% de pertes pour la vente à emporter. Donc, on voit bien là la nécessité de mettre en place des modèles, des parcours incitatifs pour maximiser ce taux de retour et donc le nombre de réutilisations des contenants. Et donc, la consigne est un moyen, c'est pas du tout le seul, et on y viendra ensuite, on a plusieurs modèles alternatifs, pour motiver les consos à rendre les contenants et au bon endroit. Parce que qu'est-ce qui se passe parfois ? Le conso n'est pas très discipliné, donc il le met dans la mauvaise poubelle. Ça, c'est une perte aussi. Et c'est ce que constate typiquement McDonald's. Et donc, le défi pour Gringo, c'est de mettre en place des parcours simples. Donc, c'est ce que disait Cassandra, adaptés à la typologie de l'enseigne, aux consommateurs, sans bouleverser finalement leurs habitudes et avec une simplicité opérationnelle.
Donc voilà, l'équation n'est pas simple du tout. C'est un vrai défi. Et c'est un vrai métier. Et il y a énormément de clients qui essayent de le faire seuls et qui reviennent vers nous 3 semaines plus tard en disant en fait, on a déjà perdu notre stock, vous aviez raison. OK, bon, bah, ça, c'est une perte de temps et d'argent. Voilà, donc aujourd'hui, nous, on a 5 ans, donc on n'a pas attendu la loi AGEC. La restauration collective a été exemplaire, a pris ont été pionniers sur ces enjeux de réemploi et de consigne. Et aujourd'hui, avec la mise en place de notre consigne, on avoisine les 100% de taux de retour. Donc ça fonctionne. Sauf que notre vision, c'est de s'intégrer au maximum aux outils existants et aux habitudes. Donc typiquement, je vais vous donner un exemple de parcours conso en restauration collective. Le collaborateur passe au comptoir, il achète son repas, il rajoute 1 € de consigne. Il rend son contenant quand il le souhaite dans une borne dédiée qui est connectée. Donc ça va soulager le staff qui n'a pas à réceptionner le flux retour des contenants sales et rembourser à la main le collaborateur. Donc cette borne le fait à sa place et on va rembourser sur le badge entreprise, qui est le moyen de paiement le plus diffusé en entreprise. Et donc, cette même logique, on l'a appliquée récemment en fast-food, et on a fait un constat simple de quel est le moyen quel est le mode de paiement le plus répandu, la carte bleue, les tickets resto, etc. Donc, on a développé une nouvelle technologie qui va permettre au conso d'être remboursé instantanément sur sa carte bleue, sur le programme de fidélité de l'enseigne, etc. Tout ça, c'est de la personnalisation. Et donc, du coup, tout à l'heure, je disais que la consigne n'était pas une fin en soi. Il y a d'autres modèles incitatifs qu'on a imaginés chez la consigne Gringo. Donc, par exemple, on a inventé la caution et la gamification. La caution, qu'est-ce que c'est ? Contrairement à la consigne, je ne vais pas rajouter un montant de consigne au moment de l'achat. Simplement, on va donner un certain délai au conso pour rendre son contenant. Donc, ça peut être X heures pour de la vente sur place ou X minutes, voire X jours pour de la vente à emporter, voire livrée. Et donc, si le conso le rend dans ce délai imparti, c'est 100% gratuit, 1 $ pour lui. S'il ne l'a pas rendu, on va considérer qu'il en est propriétaire du contenant et donc, du coup, on va lui débiter un certain montant. Donc ça, c'était la caution. Et le dernier modèle qui plaît beaucoup, c'est la gamification, qui est un modèle incitatif un peu plus doux, un peu plus positif aussi, parce que souvent la consigne est perçue comme punitive. Là, la gamification, c'est on ne va pas vous contraindre au moment d'achat pareil, et simplement, on va vous inciter à rendre les contenants, encore une fois, au bon endroit, en contrepartie en gain de points de fidélité, en récompense personnalisée en fonction de l'enseigne. Donc voilà, et concrètement, demain, si vous voulez mettre en place un modèle de consigne ou de collecte adapté, il y a 2 phases finalement qui sont importantes, enfin même 3. La première, c'est comprendre votre besoin, votre typologie d'enseigne, toutes vos contraintes opérationnelles, etc. La deuxième étape, c'est comprendre vos flux de contenants, comprendre le stock. Et ça passe par de la traçabilité des contenants pour récolter de la donnée. Nous, on va réaliser des dashboards. Donc on va visualiser des KPI qui vont nous dire sur ce point de vente, on va s'orienter plutôt vers de la consigne, vers de la caution ou de la gamification. Tout ça croisé avec la stratégie de l'enseigne qui va être plutôt marketing, plutôt punitif pour pas perdre d'argent, etc. Et on va arriver à un consensus et à un modèle à mettre en place. Pour trouver le bon modèle. Donc c'est vrai que c'est ce qu'on peut retenir, c'est qu'en effet, il y a plusieurs modèles possibles dans ce domaine. Oui. Je passe du coup à l'étape suivante, qui est l'étape du lavage. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a récolté les contenants, il faut pouvoir, pour qu'ils soient réemployables, il va falloir les laver. Donc là, je me tourne vers Anthony, donc qui connaît bien ce sujet avec Option Solutions. Tout à fait. Alors, juste pour replanter un tout petit peu le décor, Option Solutions donc, est société sœur de la Maison Option, qui est une société leader en Europe de la location d'art de la table, de mobilier pour l'événementiel. Ça fait 40 ans qu'on lave la vaisselle qu'on récupère sale lors des événements. Donc, on a développé une expérience certaine sur le lavage, notamment de verre, de vaisselle, arc et d'autres. Et il y a 2 ans, on a décidé de mettre à disposition et de ce savoir-faire aux acteurs de la restauration globale et de la distribution, donc rapide, connectée, collective, livrée. C'est le 2e étage de la fusée. La GMS, la distribution et les industriels, ce qui est une autre loi qui arrive, qui s'appelle Egalim, en 1er janvier 2025, qui va concerner un vaste panel d'acteurs. On a développé donc un savoir-faire sur de la vaisselle classique,
sur d'autres typologies de matières, l'inox, le plastique, entre autres. Et donc notre activité principale, donc, c'est de proposer un accompagnement pour la mise en place de la boucle de réemploi, donc en s'appuyant sur les savoir-faire de chacun. Et notre objectif, c'est que le lavage industriel coûte le moins cher possible à l'acteur, au restaurateur. Voilà. Comment on procède pour que ça coûte le moins cher au restaurateur? Premièrement, comme on l'a dit précédemment, on va tester les différents contenants lors de phases pilotes et apporter notre retour sur des améliorations, des tips afin que les process soient les plus optimisés possibles. Ensuite, on va mettre en place toute une boucle, une supply chain, parce que la prestation de lavage, il y a le lavage pur, mais il y a ce qui se passe avant, c'est-à-dire les contenants peuvent arriver non triés, peuvent arriver avec des biodéchets, peuvent arriver avec des étiquettes qui ne sont pas forcément avec des cols hydrosolubles. Enfin, il y a tout un tas d'étapes amont qui se font manuellement, qui ont un certain coût, et qu'on essaye de limiter au maximum en conseillant en amont le plus tôt possible les acteurs. Voilà. Donc si concrètement on a tous bien fait notre travail, chose qu'on essaye de faire au mieux, globalement le flux nous arrive déjà simplifié. Et ensuite on procède à une étape de lavage qui est voilà, notre savoir-faire. Et puis on passe à l'étape qualité. Voilà. Quand un acteur décide d'externaliser son lavage, la première chose qu'il fait, c'est qu'il externalise son risque sanitaire. Okay, donc nous, on lui garantit ça en tant que laveur industriel, avec un savoir-faire, c'est de dire, ayez confiance, vous travaillez avec nous, on fait des tests qualité sur chaque lot, des tests bactériologiques, on met en quarantaine vos contenants, voilà, avec une durée qui est liée aux résultats bactériologiques. Cette quarantaine est arrêtée, enfin, les contenants sont libérés lorsque ils sont conformes bactériologiquement parlant. Aucun contenant ne repart de chez nous, chez un acteur de lavage, sans qu'il soit conforme bactériologiquement parlant. Première chose. Il y a toutes les étapes de mise au rebut éventuelles liées à de la décoloration, de la casse, etc. La deuxième chose, c'est qu'il s'affranchit de ces problématiques RH. On en a parlé. Aujourd'hui, sur des métiers notamment exigeants comme ceux de la plonge, c'est pas forcément simple pour un restaurateur, premièrement, d'ajouter 1, 2, 3 plongeurs dans son PNL. Et globalement, on a cette expérience-là. On a les équipes formées à chaque flux, formées à chaque typologie de contenant, pour être le plus efficace possible. Qui dit massification dit aussi efficacité, dit écrasement des coûts. Et notre objectif aussi, c'est ça, c'est d'aider le restaurateur, l'industriel, à s'affranchir de ça. Troisièmement, c'est d'homogénéiser son lavage. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a des centres un petit peu partout en France. Il y a encore quelques trous dans la raquette, mais on y travaille. On a aujourd'hui 5 centres dédiés, plus 22 en Europe. D'autres centres à ouvrir en 2023. Et donc, homogénéiser le lavage, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une chaîne, qui a des restaurants un petit peu partout en France, on va l'accompagner avec exactement les mêmes cahiers des charges de lavage. Son contenant récupéré à Bordeaux va être lavé à Bordeaux selon le standard option solution. Et le même contenant chez un franchisé en région parisienne va être lavé en région parisienne avec le même process. Donc ça, c'est une sécurité qu'on apporte. La standardisation de la qualité. La standardisation de la qualité. Et ça, c'est clé, parce que le lavage, c'est pas 30 minutes en fin de shift à 22 heures. C'est pas aussi simple que ça. C'est un peu plus complexe que mettre les contenants dans un lave-vaisselle. Et puis, il y a le dernier point, il y a aussi le côté écologique, bien sûr. On travaille avec des tunnels optimisés. Les consommations d'eau et les consommations énergétiques sont pas du tout les mêmes. Juste pour donner des ratios, un lavage à la main, c'est 4 fois plus d'eau qu'un lavage en tunnel. Un lavage en tunnel, c'est 2 fois moins d'eau qu'une machine à capot de restaurant. Donc voilà, globalement, quand on voit les évolutions des coûts énergétiques de ces dernières années, c'est aussi important. Et donc, juste pour terminer sur ce point-là, ensuite, il y a l'allotissement, la préparation de commandes que nous opérons également, et puis la logistique retour qui se fait soit via une logistique propre, soit via un consigneur, en l'occurrence la consigne Ringo, pour le retour chez le préparateur, donc chez Popote, chez d'autres, ou dans une cuisine centrale.
Voilà. Okay. Non, c'est intéressant. C'est vrai que ça pose bien la question notamment de l'externalisation du risque sanitaire. C'est-à-dire, OK, il y a quand même une vraie responsabilité, même si chaque acteur, évidemment, à son étape, a une responsabilité. Mais là, c'est quand même quelque chose de très, très particulier. Donc, on a balayé la boucle du réemploi, les différentes étapes. Donc, maintenant, ce qu'on voulait faire, c'était essayer de battre en brèche ensemble un certain nombre d'idées reçues sur le réemploi, de choses qu'on peut entendre chez des restaurateurs, qu'on peut lire parfois sur Internet ou dans des articles. Ou voilà. Donc, la première idée à laquelle on voulait faire face, c'est l'idée selon laquelle le réemploi, ça coûte cher et c'est pas rentable. On a tous entendu ça, voilà, des restaurateurs, bah oui, mais bon, voilà, faut que j'achète des trucs réemployables, faut que je les lave, faut que je recrute. Donc, forcément, le premier réflexe, c'est de dire, c'est pas rentable. Donc ça, face à ça, on a quand même un certain nombre d'arguments à faire valoir. Alors, je me tourne vers Yasmine. Oui, carrément. Ce sujet. Le réemploi, c'est pas simple. C'est pour toutes les raisons qu'on a citées tout à l'heure. Il y a plusieurs acteurs sur toute la chaîne de valeur. Et donc, si c'est mal fait, oui, c'est cher, oui, c'est pas rentable. Passer au réemploi, c'est faire des choix forts. En fait, qu'est-ce que ça veut dire, passer du jetable au réemploi ? Il y a 3 choses. Le premier, c'est investir dans de la plonge, qu'elle soit externalisée ou dans sa cuisine. En tout cas, il faudra mettre de l'argent dans un nettoyage qui n'existait pas avant. Deuxièmement, c'est maximiser la rotation des contenants pour rentabiliser finalement l'investissement de départ. Troisièmement, c'est préserver son chiffre d'affaires, pas faire fuir les clients avec un niveau d'hygiène désirable ou une expérience conso pas agréable avec plein de points de friction, voire de la punition avec la consigne. Et donc, pour toutes ces raisons, si le restaurateur ne met pas en place des bons outils, des bons process pérennes dès le départ, il va perdre de l'argent. La question, c'est combien il accepte de perdre d'argent. Donc nous, on a fait un petit chiffrage, donc on en a parlé tout à l'heure des 15% de pertes pour la vente sur place et jusqu'à 60% la vente emportée. Mais on est allé plus loin. Donc on a un cas concret. Nous, on travaille beaucoup avec les grandes chaînes de fast-food qu'on a citées tout à l'heure. Naturellement, s'ils ne mettent rien en place, ils vont perdre l'équivalent en moyenne de 1500 contenants par jour. Ces 1500 contenants par jour, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, si on ne maîtrise pas ce fameux taux de retour, le stock va naturellement s'épuiser dans le temps. Et donc, il va falloir faire du réassort. Et donc, ce qu'on est en train de se dire, c'est que 1500 € par mois. Pas par jour, désolée. C'est l'amende, comme quoi. C'est le chiffre clé du jour. Donc c'est 1500 € par mois à réinjecter sur le point de vente. Si par exemple on estime qu'un contenant coûte 1 € en moyenne. Voilà. Et donc si on ne met pas en place des systèmes de consignes qui vont inciter les consos à rendre leur contenant, on va perdre de l'argent. Donc nous, notre enjeu, encore une fois, c'est de mettre en place des modèles pérennes, agréables pour le conso, pour accompagner le client dans cette transition, pour optimiser le retour. Donc voilà, pour résumer, ça coûte cher, c'est pas rentable si c'est pas maîtrisé et si on fait pas appel à des experts dont c'est le métier, parce que le réemploi, c'est un métier. Alors je crois qu'il y a des calculs qui ont été faits par rapport au nombre d'utilisations à partir de laquelle ça devient rentable, Héloïse ? Alors oui, effectivement, déjà pour la partie contenant alimentaire, parce qu'effectivement, il y a un investissement de base sur le parc, le primo-équipement. Après, il faut savoir qu'il y a 2 choses. Déjà, il y a beaucoup de solutions de contenants sur le marché. Par rapport à tous les enjeux que le restaurateur a, et notamment un enjeu financier, il peut se tourner vers une gamme qui correspondra à ses besoins et aussi à son besoin en termes de prix. Même rien que nous, chez Arc, on a déjà différents niveaux de prix accessibles. Donc, si on regarde à l'échelle des contenants qui existent sur le marché, il y a quand même des solutions. Là, donc ça, c'est vraiment le primo-équipement, la mise de départ. Ensuite, sur la rentabilité. En fait, finalement, ce qu'il faut voir avec la boucle du réemploi, c'est comme le business plan d'une entreprise. On ne regarde pas ce qui se passe à l'instant T. On fait des projets dans le temps
et on essaye d'être rentable le plus tôt possible. Nous, quand on compare l'achat d'un contenant réemployable chez nous versus des contenants jetables, on est rentable à partir de 13 utilisations. À partir de 13 utilisations, on a rentabilisé, les courbes se croisent. Et encore, on compare aux jetables. Or là, en vente à emporter, nous n'avons plus le choix. En fait, il faut comparer vraiment au réemploi. Et en fait, il n'y a pas un chiffre clé, enfin un chiffre de nombre de réutilisations pour rentabiliser. Tout dépend du prix, enfin du coût de départ et du prix unitaire à l'achat du contenant. Donc oui, pour le verre, je pense qu'on est autour de 10-15, mais il y a des contenants qui coûtent bien plus cher et du coup, plus ça coûte cher, plus il faut le réutiliser plus de fois. Et à l'inverse, des contenants qui coûtent presque rien, les fameux plastiques réutilisables. Et là, au bout de peut-être 5 réutilisations, ils sont rentables. Et donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je parle sous le contrôle de Cassandra, mais c'est la question aussi de la valorisation de ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'en fait, il y a non seulement le coût du contenant au départ, et après il y a la façon dont ça valorise plus ou moins son offre et son positionnement. Exactement. Exactement. C'est vraiment une projection à long terme, mais aussi une stratégie de marque. Quand on imagine valoriser les recettes, ça passe effectivement par l'utilisation de contenants qui sont adaptés, et c'est tout un enjeu en fait. Ce que tu disais, Yasmine, proposer un parcours fluide, efficace, avec le moins de friction possible, c'est tout l'enjeu en fait de ce modèle-là. Si on ne propose pas quelque chose de très simple aux consommateurs, effectivement, on va les freiner, on va avoir l'effet inverse en fait. Donc, il faut vraiment proposer quelque chose de très simple, de très visuel, et le contenant, en l'occurrence en verre, permet ce modèle-là. Oui, et il y a un réel enjeu marketing, c'est comment on communique ce nouveau parcours. Puisque le conso, il arrive en magasin, hier il était servi en jetable, demain en réutilisable. Il faut savoir où le mettre, il faut savoir comment ça s'organise. Exactement, etc. Donc il y a un vrai jeu de signalétique sur le point de vente qui va aider le conso dans ce nouveau parcours et le guider. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est que souvent c'est mal fait. Oui. Voilà. On est aussi dans une phase d'apprentissage. Voilà. Une phase d'apprentissage où les professionnels finalement apprennent en marchant quelque part. Tout à fait. D'où la nécessité de rester effectivement agile et de se dire que le modèle effectivement de la consigne punitive, comme tu le disais Yasmine tout à l'heure, effectivement il faut savoir en fonction de la stratégie de la marque sur quelle voie aller, et le côté gamification et le côté effectivement qui peut amener les utilisateurs à trouver un sens et un jeu très ludique pour ce réemploi. Ouais, c'est vrai que ça dépend ce que tu disais, Cassandra, sur le fait que c'est une stratégie de marque. C'est-à-dire que ça dépend de la relation que la marque a avec ses clients et le type de relation, le type de client qu'on a, le type de profil auquel on fait face. C'est une nouvelle expérience en magasin. Tout à fait, c'est nouveau. Donc ça c'était la première idée. Anthony, peut-être quelque chose à rajouter ou non? Rien de part, tout a été dit. Non, après, sur le contenant en verre en particulier, on a moins de chances de se tromper de poubelle quand on va vider son plateau. On est quand même habitué, donc c'est aussi, on va dire, un des avantages, quoi. Et je pense que tout ça, c'est nouveau, mais il faut pas oublier qu'il y a une trentaine d'années, ça existait déjà, quoi. Donc c'est juste un changement, un nouveau, une gymnastique, de nouvelles habitudes. Voilà. Mais en effet, on itère aussi tous sur des pilotes, sur des nouveautés. Et je pense qu'en fait, tout ça va se mettre en place assez rapidement. Oui, et je pense que sur le côté, justement, c'est cher et c'est une barrière pour certains professionnels. Je pense que ce qu'on essaye de démontrer ici, c'est qu'en fait, il y a quand même beaucoup de flexibilité à chaque étape. Comme tu le disais, Yasmine, il y a plusieurs solutions. Celle aussi de la caution, de la gamification. Sur le lavage, ça peut être internalisé, ça peut être externalisé. Nous, en termes de contenants, il y a beaucoup de contenants qui sont disponibles sur le marché. Donc, cette crainte n'est pas réellement justifiée, en tout cas pas à la hauteur, je pense, à la hauteur de ce du mythe que certains se font. Tout à fait. D'où le fait que c'est une idée reçue et qu'on veut lutter contre ces idées reçues. Deuxième idée reçue face à laquelle on voulait un peu répondre, c'était en gros la mise en place du réemploi, bien qu'on n'ait pas le choix, parce que c'est comme ça, la loi a changé. C'est forcément long et difficile à mettre en place. C'est-à-dire qu'on peut se dire, un restaurateur qui n'aurait pas forcément anticipé, qui se retrouve forcé à devoir le faire,
il peut, entre guillemets, s'en faire une montagne. C'est-à-dire se dire, oh là là, il faut que je trouve des prestataires pour ci, des prestataires pour ça va prendre des semaines et des semaines, etc. Donc ça aussi, c'est une idée reçue, puisque finalement, ça peut se faire beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement qu'on ne le croit. Alors, Anthony? Non, mais tout à fait. C'est-à-dire qu'on a des prospects, des clients très, très régulièrement, et je pense que comme tous, qui nous appellent, qui nous contactent en disant j'ai une montagne devant moi, je ne sais pas par quel bout prendre le sujet. En fonction du poste dans l'entreprise ou dans le restaurant, on prend le sujet par un bout. C'est soit le contenant, soit la consigne, soit le lavage, en fonction des opérations, des achats, du marketing. Et nous, on est là pour rassurer sur toutes ces étapes-là, proposer des accompagnements. L'avantage de se parler très régulièrement, c'est qu'on a quand même une idée assez claire des enjeux et des objectifs de chacun pour pérenniser toute cette boucle-là. Et donc, sur les parties qui nous concernent, on est en tout cas force de proposition, d'accompagnement. Sur le contenant, bien que non fabricant de contenant, on a une certaine maîtrise, donc on sait apporter les warnings, ou en tout cas diriger dans certains axes. Sur la gestion de la consigne, sur le tracking, on en fait également du tracking. Alors nous, on remonte l'information, elle est traitée ensuite par des spécialistes, mais on sait aussi apporter notre savoir-faire sur les étiquettes, notamment. Voilà, aucun de nous fabriquons les étiquettes, mais on a quand même cette connaissance, ce retour. Et en fait, on arrive à rassurer, expliquer que c'est pas si complexe que ça. On est en capacité de lancer des pilotes, en tout cas pour notre part, en moins d'un mois, voire 2 semaines pour des flux assez simples. Donc, il n'y a rien de compliqué si le sujet est pris au bon moment. C'est-à-dire, il faut accompagner. Dès le départ, il ne faut pas hésiter à contacter des acteurs dont c'est le métier, c'est-à-dire qui ont les mains dedans, je veux dire, tous les jours. Et puis, on est bien entendu en échange et on redirige aussi vers les spécialistes en charge de la consigne, de la préparation culinaire. Là, comme on l'a vu, c'est une vraie filière. Donc, finalement, il y a des acteurs disponibles pour chaque étape. Oui. Et donc, ça peut se mettre en place. Ce qui fait peur, en fait. Il y a tellement d'expertise requise que le restaurateur ne sait pas par où commencer. D'autant plus qu'il ne sait pas non plus acculturer du sujet tôt, puisqu'il est en retard. Donc, en fait, il y a beaucoup d'acteurs. Certains s'y sont pris en avance. Il y a beaucoup d'acteurs qui ont espéré que la loi ne passe pas, et du coup, ils n'ont pas pris le sujet au sérieux, et du jour au lendemain, ils se retrouvent avec des tas de choses à gérer. C'est un nouvel usage, comme on l'a dit, une nouvelle expérience en point de vente, et du coup, c'est une conduite du changement qui va devoir s'opérer, et pour le staff en magasin, et pour les consos. Et donc, oui, évidemment, on est là pour les accompagner, les rassurer, mais on leur apporte des solutions concrètes. Et c'est ce qui, finalement, dédramatise le sujet. Ce qui permet donc de leur dire, voilà, écoutez, ça va pouvoir se mettre en place relativement rapidement, parce que d'abord, il n'y a pas le choix. Vous risquez l'amende, dont on a parlé au départ. Et puis, en fait, encore une fois, la filière est suffisamment intégrée et solide pour dire, OK, mais voilà, on peut vous accompagner là-dessus, on connaît des gens qui peuvent vous accompagner là-dessus, etc. Exactement. Ils s'appuient aussi sur notre réseau et nous, on va écrire avec eux le modèle pérenne et scalable dont ils ont besoin. Adapté, optimisé pour chaque... Il y a un modèle et ensuite, il est adapté pour chaque acteur, par rapport à sa dimension, par rapport à sa taille, par rapport à sa spécificité. Et effectivement, aujourd'hui, comme il y a déjà plusieurs solutions sur consigne, collecte, lavage, etc., sur les contenants, on ne démarre pas de zéro. La loi vient de passer, mais nous, ça fait quand même ça fait quelques années qu'on y travaille. Et même si on fait face à un cas parfois, je ne sais pas, atypique, on a toujours, je parle pour les contenants, sur le marché, l'offre est disponible et on a aussi des programmes de développement quand c'est nécessaire, donc ça prend plus de temps, mais s'il y a un besoin spécifique, à nouveau le catalogue de contenants alimentaires sur le marché, on se parle de milliers de références finalement possibles. Rien que chez nous, chez Arcoroc, on a déjà une offre même en dehors du réemploi qui est disponible. Parfois on trouve des solutions qui à la base par exemple sont adressées à l'hôtellerie pour un autre usage, et on parle avec un client, on fait le tour du showroom, il dit mais c'est exactement ça qu'il nous faut, on dit pas de souci, on va trouver un couvercle et puis dans un mois on y va. Ok, Cassandra, quelque chose à rajouter ou... Oui, je pense qu'effectivement c'est cette notion d'urgence surtout qui fait peur pour les acteurs qui sont pas encore entrés dans cette transition. Ce qu'il faut se dire qu'effectivement c'est qu'il y a déjà des professionnels, des experts qui travaillent sur le sujet depuis 2, 3, 4, 5 ans. Et maintenant, on a une vision qui est
beaucoup plus large de tout le flux et de tout le catalogue de solutions qui sont disponibles. Donc, je vais dire qu'ils arrivent au bon moment, mais ils arrivent en tout cas à un instant où c'est presque du plug and play en fait pour aller déployer la solution derrière. Il n'y a plus qu'à effectivement faire un site pilote pour bien valider le process et que ça répond bien aux attentes et aux dimensions de l'entreprise et effectivement le déployer derrière dans un modèle qui est adapté. Il ne faut pas avoir peur non plus de voir les avantages de cette mise en place qui n'est pas forcément si complexe que ça. Quand on voit, nous, en termes de production, eh bien, au final, on a quand même un gain de place par rapport à tout ce stockage de carton, d'emballage avec un stock dormant. Là, le stock de vaisselle, il fait peut-être peur au début, à l'investissement, mais au final, il est mouvant, ce stock. Il va être réparti sur toutes les étapes. Donc, il ne faut pas avoir peur aussi de se dire qu'il y a des opportunités et il y a des bénéfices à cette transition. Et il ne faut pas avoir peur d'accompagner les équipes. Ce que tu disais, Yasmine, c'est primordial, en fait. Ouais. Inclure le staff dans cette démarche pour qu'ils comprennent pourquoi on bascule, pourquoi c'est important, c'est primordial, en fait, dans la démarche. Il faut embarquer tout le monde. Ah, parce que s'ils ne jouent pas le jeu, le modèle s'écroule. Oui, évidemment. Il y a un accompagnement, changement clair et net qu'on essaie d'apporter. Alors, dernière idée reçue face à laquelle on voulait argumenter un peu, c'est cette idée selon laquelle, avec du verre, ce serait moins écologique qu'avec d'autres matériaux et face à d'autres choses. Alors, Héloïse, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça ? Oui, et même pour prendre encore plus largement le sujet que le verre, finalement, en ce moment, on voit aussi quand même des messages plus ou moins discrets de certains acteurs qui essayent de nous expliquer pourquoi finalement le jetable c'est beaucoup plus écologique que le réemploi. Ils s'appuient sur parfois des analyses de cycle de vie. Donc l'analyse de cycle de vie, ça veut dire effectivement non pas regarder que ce qui se passe au moment d'une utilisation ou d'une production, mais récolter des milliers d'informations qui permettent de savoir depuis l'alimentation en matières premières jusqu'à la fin de vie, quelle est l'empreinte environnementale. C'est un travail d'hypothèse. On a les datas, mais on fait des hypothèses de réutilisation, etc., etc. Donc, on reçoit en ce moment, on voit de ci, de là, des hypothèses qui voudraient nous démontrer que le réemploi, c'est pas si écologique que ça. J'invite à regarder les hypothèses qui sont posées, parce que forcément, quand on considère qu'un contenant ou une bouteille va être utilisé 3 fois, je ne sais pas, Yann, à la maison, mais si tous les 3 usages, tu devais changer ta vaisselle, je pense que ça poserait souci. Ou si on considère que non, le contenant, pour être lavé, va faire 500 km aller et 500 km retour. Non, il y a un maillage géographique, justement, où on ne travaille pas comme ça. De notre côté, chez Arc, on a aussi réalisé des ACV, des analyses de cycle de vie, en comparant un de nos contenants en verre versus des solutions jetables, carton, bagasse, plastique. On met à disposition l'intégralité des datas et des hypothèses pour être en toute transparence, mais nous, on l'a aussi fait valider avec un certain nombre d'acteurs. Nous, ce qu'il apparaît, c'est que en termes de CO2, parce que ce qu'on reproche plus spécifiquement à l'industrie du verre, c'est d'être énergivore, forcément. Dans l'industrie du verre. Exactement, four à chaud. Oui, au moment de la production, il y a une consommation d'énergie importante. Certes, on parle de réemploi. On dit depuis tout à l'heure, c'est quelque chose qu'il faut regarder à long terme. Et surtout, quand on parle d'ACV, on ne regarde pas que le moment de la production, on regarde toute la vie du produit. Le cycle. Quand on a fait ces ACV, il s'avère qu'en termes d'émissions de CO2, notre contenant en verre a un bilan plus favorable que les solutions jetables au bout de 4 usages. En termes d'extraction de ressources fossiles, au bout de 9 usages, et en termes de ressources, de consommation en ressources en eau, au bout de 16 usages. Donc, à nouveau, vous imaginez bien que quand on parle de réemploi et avec tout ce qui est en train d'être mis en place, parce que le nombre d'usages, c'est ce qui garantit le modèle. Le nombre d'usages va augmenter au fur et à mesure que les gens vont être éduqués, entre guillemets, à tout ça. On peut imaginer que... Voilà, on se permet de penser que les 4 usages, ou même les 9, ou même les 16, on les dépasse largement. Donc le réemploi, pour nous, on en est tous convaincus, est une solution évidemment plus durable et plus environnementale que le jetable. Et la matière verre, même si énergivore au moment de la production, devient très vite intéressante par rapport à du jetable. Ok. Très bien. Écoutez, voilà. Donc, on a fait le tour un peu des sujets qu'on voulait aborder. On a respecté le timing, à peu de choses près, me semble-t-il.
Et voilà, pile poil. Donc, merci à tous. On va donc pouvoir passer, je pense, maintenant à la phase de questions-réponses. On va prendre les questions dans la salle. On va alterner avec quelques questions qui pourraient être posées en ligne par les personnes qui assistent à cette table ronde sur Internet. Alors, qui veut se lancer? Allons-y. Bonjour. Bonjour. Je suis Nelly Rioux de la Cuisine Pro, journaliste. Parmi les idées reçues, je m'attendais à une autre idée reçue qui est le verre, ça casse et en restauration, ça peut être embêtant. Donc en fait, ma question est plus peut-être pour Popote, qui a un peu de recul sur l'utilisation des contenants en verre. Est-ce que depuis que vous les avez mis en circuit, vous avez eu beaucoup de casse? Et puis, est-ce que vous avez aujourd'hui le pourcentage de perte de contenants, puisque vous avez du recul sur l'utilisation de ce produit? Alors, Cassandre. Oui, tout à fait. Alors, Cassandra, ce qu'il faut savoir, c'est que... Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre priorité, c'est effectivement la sécurité. On a mis en place tout un système de procédures de contrôle pour justement garantir qu'il n'y ait aucun risque de casse pendant toutes les étapes, en fait, que ce soit de la cuisson jusqu'à la partie transport, etc. Donc, on a 5 étapes de contrôle qui sont suivies à chaque fois par notre responsable qualité, par les équipes de l'atelier. On a un contrôle au moment de la production avec une fermeture à la main, ce qui permet vraiment de vérifier qu'il n'y a aucune casse. La casse, à date, elle est vraiment anecdotique, en fait. Le risque d'un contenant se casse, il est vraiment très faible parce que justement, on applique ces process au quotidien. Ok, donc en fait, la première réponse à votre question, c'est déjà, il y a une certaine discipline, entre guillemets, dans l'utilisation. Il y a aussi des données constructeurs, comme on dit dans notre secteur. Donc je pense que là-dessus, Héloïse, tu as des choses à dire par rapport justement à ce qui a été mis en place spécifiquement pour ces gammes-là, pour justement lutter contre ce problème de casse. Alors effectivement, le sujet de la casse revient spontanément. Je vais rajouter le sujet de la casse en cuisine. Pourquoi? Le verre, nous, on est aussi un acteur avec beaucoup de clients et d'expérience dans le food service, restauration, hôtellerie, etc. Et notamment sur tout ce qui va être plutôt le service. Donc en fait, le verre est déjà présent énormément chez les professionnels de la restauration côté table. On a fait nos preuves, on est en collectivité, on est en restauration rapide, on est en fast casual, etc. Et je pense que ces acteurs avec qui on travaille, et parfois aussi sur le réemploi, eux ne nous poussent plus jamais la question de la casse. Pourquoi? Effectivement, le verre, alors si vous le jetez d'un pont, je ne garantis pas le résultat. Par contre, nous, on est des experts verriers. C'est notre travail, notre expertise, notre responsabilité d'augmenter la résistance à la casse. Derrière le verre, vous vous en doutez, il y a énormément de réalités de développement possibles. Nous, on travaille, que ce soit sur la surface, que ce soit sur l'épaisseur, que ce soit sur nos traitements thermiques ou mécaniques, avec des tests ensuite en laboratoire, puisqu'on a notre propre laboratoire, de façon à augmenter la résistance. On pourra vous mettre à disposition la vidéo du pendule. On envoie un poids à l'endroit le plus fragile de notre contenant on le revoit jusqu'à ce que ça ne casse plus. Ça, c'est un premier élément. Donc, effectivement, on voit, nous, avec nos partenaires de la restauration, ils ne nous posent plus ces questions-là. Pourquoi je dis en cuisine? Parce qu'effectivement, le verre, aujourd'hui, est moins introduit en cuisine. Et la peur des professionnels, c'est de se dire, je jette tout mon stock parce que je viens de faire tomber un contenant et que, cette fois-ci, il a cassé. Comme disait Cassandra, à un moment donné, ça peut arriver. Et il se dit, mais je vais devoir immobiliser toute ma cuisine et fermer mon service. Là, dans l'hypothèse anecdotique où ça arrive, nous, on travaille aussi ce qu'on appelle la fragmentation. C'est-à-dire qu'un verre, on va le travailler de façon à ce qu'il casse d'une certaine façon selon le milieu dans lequel il va être utilisé. Et dans le cadre de la restauration, justement, on fait une fragmentation qu'on dit en moyen ou gros morceaux et non explosive, ce qui fait que même en cas de casse, les dépôts se posent au sol, on n'a pas de projection. Et en plus, ce sont des morceaux suffisamment gros pour être balayés sans risque de poussière de casse. Donc c'est un vrai sujet, mais justement, on travaille le développement des produits pour que ça n'arrive pas et que malheureusement, si ça arrive, ce soit le plus gérable possible.
Et nous, on l'a quantifié, puisqu'on trace les contenants, on trace tout ce qui est rendu, mais tout ce qui est écarté. Et donc, dans tout ce qui est écarté, tu parlais de décoloration, mais de casse. Et aujourd'hui, on a autour de 1%. Alors, on ne travaille pas qu'avec le verre, mais c'est une moyenne sur tous nos contenants. Je rejoins ce que dit Yasmine, nous, sur la partie lavage. C'est pareil, c'est marginal. Là aussi, on revient à la partie qualité, c'est-à-dire qu'il y a un check post-lavage sur l'éventuelle mise au rebut de contenant. Donc on vérifie, nos opérateurs vérifient s'il y a la moindre, si c'est bréché, si c'est rayé, etc. Et là, pour le coup, aucun risque n'est pris. Le contenant est isolé. Et si dans l'éventualité où ça se répète avec un acteur, que ce soit du verre ou autre, on remonte l'information, et c'est aussi ces échanges-là qui permettent les améliorations des produits. C'est l'intérêt de la traça, d'ailleurs. C'est l'amélioration continue des produits et de toute cette chaîne. Est-ce que ça répond? Oui, juste la dernière question. La perte, le pourcentage de perte de contenants, en fait, que vous n'auriez pas récupéré, parce que si j'ai bien compris, vos contenants chez Popote, ils reviennent au bout de 5 jours. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Le temps de faire effectivement le tour entre guillemets du circuit. C'est ça. Donc sur cette rotation, en fait, vous en perdez combien en route? Alors, à date, sur cette traçabilité, la perte qu'on a sur les contenants, elle est assez anecdotique aussi. Elle correspond à la casse éventuelle, mais qui, effectivement, nous, on la constate, c'est aux alentours de moins de 1%. Et sur la perte, en fait, de contenants, elle est environ de 5%. 5%. D'accord. Merci. Mais 5% quand on met la consigne ou quand on ne met pas, dans quel contexte? Cassandra, oui, oui. Par rapport à quel scénario? Les 5%, c'est en moyenne, c'est tout type de... Voilà, ou est-ce que c'est quand il y a une consigne, quand il y a une caution, est-ce que vous avez des exemples de chiffres qui pourraient varier en fonction? Non, effectivement, c'est un taux moyen. Ok, d'accord. Et est-ce que depuis le temps que vous faites ça, est-ce que vous avez pu constater que peut-être ce taux réduit avec le temps? C'est-à-dire peut-être qu'au début, il y a peut-être plus de pertes et que finalement, parce que les gens ont l'habitude, parce que voilà, il y a peut-être, je ne sais pas, ou est-ce que c'est stable? Est-ce que ce chiffre est relativement stable? Non, effectivement, il y a une différence effectivement selon les modèles. Ce que tu disais, Yasmine, quand on applique effectivement la consigne et on a le cas sur la partie frigo connecté, on a un taux de consigne qui est beaucoup plus élevé, un taux de retour pardon qui est beaucoup plus élevé. Après, il y a effectivement sur la partie où on a voulu fluidifier un maximum le parcours client. On a un effet effectivement de taux de perte qui est légèrement supérieur au début parce qu'il y a un effet nouveauté, parce qu'il y a un effet le contenant qui plaît. Et après, effectivement, ça se tasse. Mais ça, c'est pareil. Nous, effectivement, on l'a anticipé et on l'a inclus en fait dans notre business model. Ce taux de perte, ce taux éventuel de casse, nous, on a anticipé dans notre modèle en se disant que tous les ans, on a à peu près 5% en fait de contenants qui est racheté en plus pour justement faire tourner et faire le réassort. Ouais, je précise aussi que là, on est dans un contexte d'entreprise. C'est les collaborateurs qui déjeunent tous les jours. Donc, évidemment, ils vont peut-être voler une fois, mais bon, dans un cadre corporate, on évite peut-être. Quand on est chez McDo, KFC ou Burger King, c'est un autre contexte. Et c'est souvent des gens qui sont soit étudiants, avec un faible pouvoir d'achat. Et là, repartir avec de la vaisselle qui peut être aussi bien marketée, c'est intéressant. Il y a peut-être la question dans le cas, parce que en gros, dans le cas des fast-food, il y a peut-être la question du fait que la vaisselle soit marketée. Le fait qu'elle soit, il y a un logo dessus, et oui, que ça voilà, change tout. si c'était neutre. Donc, par rapport à la question qu'on peut avoir sur les professionnels, il y a en effet des chaînes qui peuvent avoir des choses qui forcément une expérience très marketée, mais pour les plus petits, c'est voilà ce dont on parlait au départ, ceux qui ont 20 couverts, qui n'ont pas forcément les moyens de mettre leur logo sur leur plat, sans doute que le taux doit être inférieur. Complètement. Voilà. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour, Lydie Anastation, Restauration 21. Donc, en fait, ça va un peu... Ça suit ce que vous venez de dire. Le développement du réemploi avec le lavage externalisé, en fait, ça implique quand même la standardisation des contenants.
pour qu'ils soient plus facilement empilables, mieux gérés par vous, parce que si vous les récupérez, vous les redistribuez pas forcément à l'endroit ou chez le restaurateur chez lequel vous avez pris précisément ce contenant. Donc, est-ce que c'est pas une limite pour les restaurateurs qui ont quand même envie de marketer leur offre ? Et même si c'est pas des grandes enseignes, d'avoir quelque chose, un couvert qui serait différent, et là c'est absolument impossible. Donc est-ce que c'est pas une limite dans leur tête pour passer justement au réemploi avec le lavage externalisé ? Parce que s'ils gardent le lavage chez eux, ils gardent leur vaisselle. C'est ça. Voilà. Alors en fait, l'objectif, c'est effectivement que demain, tout le monde ait la même vaisselle. Aujourd'hui, il y a, et puis certains en font les frais, mais marketer une vaisselle, c'est pas forcément ce qu'on va conseiller. Voilà. Par contre, il y a des possibilités aujourd'hui, c'est de marketer l'étiquette. Voilà, on parle d'étiquette, la plupart des acteurs apposent des étiquettes, au moins avec une DLC. Certains y apposent des logos. Ces étiquettes sont hydrosolubles, avec des colles hydrosolubles, donc peuvent être facilement enlevé, que ce soit en interne ou en externe. Et donc, c'est un moyen de marketer le contenant. La boucle sera bouclée le jour où le contenant A pourra être consommé chez l'acteur A, lavé chez un prestataire de lavage et rendu chez un acteur B. Voilà, ça, c'est l'idéal. Ça existe via les systèmes de consigne, via la consigne Rigaud, par exemple. Ça va se démocratiser. Bien entendu, certaines chaînes, toutes les chaînes, choisissent pour le moment de faire le pari de marketer, d'avoir sa propre vaisselle. Mais certaines autres, et vous le verrez prochainement, font des choix de rester neutres. Et donc, quand on reste neutre, ça peut permettre des développements, d'une mutualisation. Et qui dit mutualisation dit aussi simplicité pour les prestataires dans la chaîne, et dit écrasement des coûts. Il dit in fine un reuse qui est moins cher que le jetable. Mais ils ne sont pas encore prêts à standardiser leur contenant, c'est ça. C'est une étape intermédiaire. Ouais. Tout à fait. Mais elle va venir vite. Ouais. On y croit. Ah, une autre question. Merci. Oui, bonjour. Donc, je suis Brigitte Van Ebergen de la société ST Microelectronics à Grenoble et je suis référente de notre restaurateur Elior ici présent. Je suis très intéressée par les notions de traçabilité, de suivi de consignes. Je voulais savoir, dans l'élaboration du plat, du contenant, est-ce qu'il est aujourd'hui réfléchi à l'introduction d'une puce RFID ou d'un élément qui permettrait de suivre justement ce contenant à toutes les étapes ? Oui. Je vais me permettre de prendre la parole. Alors effectivement, on est d'accord, la traçabilité est un élément essentiel dans la boucle du réemploi. Nous, on a un chantier traçabilité qui passe par différents travaux, que ce soit le QR code en étiquette ou directement gravé sur le contenant, et bien sûr la puce RFID en attendant la version micro-ondable avec usage répétitif. On a déjà fait effectivement des essais très positifs parce que finalement on est capable à l'intérieur, on va dire, de la conception du verre de pouvoir placer en fait la puce. On a déjà fait des tests, mais plus sur d'autres formats pour d'autres usages comme des assiettes. Et là on est en train de relancer le programme pour voir au niveau des contenants, parce que ce qui marche sur une catégorie ou une forme ne fonctionnera pas forcément sur une autre. Donc effectivement, on est en train de travailler dessus. On n'a pas la solution tout de suite, mais on attaque le sujet parce qu'effectivement, on pense que ça va devenir indispensable. Et d'ailleurs, on pense que aujourd'hui, on a beaucoup de questions en fait justement sur la traçabilité au niveau des contenants. Ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Nous, en termes d'étiquette, on connaît les formats standards de nos partenaires. Donc, dès qu'on fait nos plans, moi, ça fait partie de mon fameux cahier des charges où je donne des dimensions pour être sûr qu'on puisse appliquer une étiquette. Et on est, je pense, nombreux à être convaincus que la puce RFID serait la solution parfaite pour l'avenir. Et je compléterai aussi que ce soit puce RFID ou QR code, pour optimiser toutes les chaînes, l'idéal, ce serait d'intégrer l'étiquetage au moment de la fabrication. Et on ne le fait pas encore parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui quand on travaille avec Arc ? Ils nous livrent un certain volume de contenants, nous étiquetons. Aujourd'hui, c'est que du QR code sur du verre, et puis après, on livre nos clients qui le demandent. Avec d'autres fabricants, on a déjà intégré l'étiquetage dans les chaînes de production,
QR code et beaucoup RFID. Et la RFID peut être soit collée en surface, soit dans la matière. Alors ça, tout dépend de l'usage, etc. Et puis combiner une analyse de cycle de vie, puisque la question d'intégrer la puce RFID dans le matériau le rend difficilement recyclable en fin de vie. Donc voilà, il n'y a pas... Encore une fois, un modèle. Enfin, on évolue avec le marché et les capacités que peuvent nous fournir les fabricants aussi de contenants. Encore une question, allez-y. Qu'est-ce que vous préconisez comme solution pour les restaurateurs qui préparent en amont dans un laboratoire, une cuisine, placent la recette dans un contenant, quel qu'il soit, sans savoir ce qui va être consommé sur place ou en vente à emporter? Parce que ceux-là sont obligés pour la consommation sur place de mettre dans un contenant récupérable, mais rien ne les oblige de le mettre dans un contenant récupérable pour la vente à emporter. Et là, ils sont bloqués, certains, parce qu'ils ont un process. Bon, McDo prépare, on sait où ça part. Oui. Bon, il y en a d'autres, ils ne savent pas. C'est comme ça qu'ils travaillent. Donc là, ils sont coincés. Qu'est-ce que vous préconisez pour eux et comment ça va se passer à votre avis? Moi, j'essaie d'avoir des réponses. Il y a un exemple qui est prêt à manger qui s'est beaucoup cassé la tête. Aujourd'hui, il se base sur du forecast. Ils estiment qu'il y a une partie qui va être emportée, etc. Ils font du surstockage et du coup, la conséquence, c'est qu'il y a du gaspillage. Et le gaspillage avec un contenant réutilisable, c'est parfois pire qu'avec du jetable parce qu'on va potentiellement jeter une vaisselle réutilisable. Donc, du coup, il faut créer une autre filière qui va faire du dérochage. Donc, c'est le fait de finalement enlever le reste du contenant et récupérer le contenant. Donc ça va être encore un centre de coûts et du coup une complexité opérationnelle à gérer. Et pour répondre à votre question, et l'autre forecast, c'est du jetable. Il y a d'autres enseignes qui ont fait le choix du tout réutilisable, qui peut le plus, peut le moins. Et puis à un moment donné, la loi AGEC également évoluera. La vente à emporter sera aussi contrainte, on l'espère, enfin c'est déjà le cas, mais on espère bien plus fort sur le réemploi. Donc ils se disent, tant qu'à faire, je préfère avoir un flux qui demande un investissement au départ plus fort, mais qui peut être pérennisé dans le temps, que d'avoir une complexité opérationnelle de 2 flux qui coexistent tout le temps et qui, en plus de ça, me coûte plus cher en termes de gaspillage. Mais c'est vrai que même nous, dans nos échanges, alors je ne connais pas l'intégralité des expériences qui ont été faites, et il y en a peut-être qui ont eu beaucoup de succès, mais on entend que c'est très compliqué de gérer un double flux, vente sur place et vente à emporter, et que généralement, il vaut mieux que la bascule se fasse complètement et soit pensée dès le début complètement. Ça semble assez complexe sinon. Est-ce qu'on a des questions web? Vous y avez répondu en direct. J'ai l'impression de parler au standard SVP. Alors, Simone, est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Ou est-ce qu'on a répondu à toutes vos questions? Ça semble être le cas. Bon, écoutez, je vais vous remercier de votre attention. Merci d'avoir assisté à cette table ronde. Merci aux participants. Merci à ceux qui sont en ligne. Merci. Et bonne fin de salon, du coup, pour vous tous. Merci. Merci, au revoir.